Coutreau, économiste et statisticien. La question de l'audit, ça part de l'idée suivante. On sait, c'est de plus en plus évident que d'abord la dette publique continue d'augmenter malgré les politiques d'austérité, et ça c'est le cas dans tous les pays d'Europe du Sud, et évidemment c'est le cas en France. Donc les politiques d'austérité ne réussissent pas à réduire la dette, elles réussissent peut-être même parfois à l'aggraver parce qu'elles provoquent des récessions, voire une déflation, comme c'est le cas en ce moment dans la zone euro, qui finalement réduit peut-être un peu la dette, mais réduit encore plus le PIB, donc réduit le rapport entre la dette et le PIB, qui est le critère que suit la Commission européenne. Mais le fait est que les politiques d'austérité ne font que augmenter ce ratio. Elles ne résolvent pas du tout le problème de la dette. Beaucoup d'observateurs, mais pas seulement nous, avaient alerté sur le fait que ces politiques d'austérité menées dans une période de récession ne pouvaient qu'avoir un effet récessif encore plus accentué. Des gens aussi peu suspects de gauchisme et d'irresponsabilité que Joseph Stiglitz ou Paul Krugman, deux prix Nobel américains, avaient dit dès 2011 que la politique d'austérité menée par la Commission européenne était une folie. Le discours dominant, c'est que on a une dette énorme parce qu'on a trop dépensé. Ce sont les dépenses publiques qui ont explosé. On a eu des gouvernements imprévoyants et dispendieux qui ont ruiné le pays. Bon. Et enfin, maintenant, il faut se serrer la ceinture parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Donc, nous avons regardé les chiffres depuis le début des années 80 pour regarder comment s'était constituée cette dette publique. Et aux surprises, ce qu'on constate quand on regarde la dette de l'État représente 80% de la dette publique. Les dépenses de l'État ont baissé de 2 points en pourcentage du PIB entre le début des années 80 et la fin des années 2000. La dette de la sécurité sociale représente 15% de la dette publique totale. Alors, elle a augmenté au cours des années récentes du fait de la récession, mais elle représente une part très minoritaire de la dette totale. Donc on s'est intéressé à la dynamique de la dette de l'État. C'est le gros morceau. Le gros morceau. 80% de la dette totale, c'est la dette de l'État. Et ce dont on s'aperçoit à ce moment-là, c'est que les dépenses de l'État ont baissé en pourcentage du PIB, du fait du freinage, notamment des salaires, parce que les salaires des fonctionnaires n'ont pas suivi l'inflation depuis très longtemps. Du fait du désengagement de l'État dans toute une série de domaines, ce qui a provoqué les déficits, parce qu'il y a eu des déficits depuis 1980, il n'y a pratiquement pas eu une année sans déficit. Il y a 2 raisons qui ont provoqué les déficits, c'est des récessions qui réduisent les recettes et augmentent les dépenses notamment d'assurance chômage. Et puis surtout des cadeaux fiscaux. Sur la période qui va de 2000 à 2012, tous les gouvernements ont multiplié les baisses de cotisations, les baisses d'impôts et les niches fiscales, ce qui a contribué de façon considérable à réduire les recettes. Et en réduisant les recettes, on crée du déficit et donc on crée de la dette. Donc c'est ce mécanisme-là de réduction des recettes est un des principaux mécanismes qui explique l'augmentation des déficits et de la dette, et pas du tout l'augmentation des dépenses. Les dépenses ont baissé, elles ont plutôt freiné l'accroissement de la dette. L'évolution des dépenses a plutôt freiné l'accroissement de la dette. Et le deuxième mécanisme principal qui explique le gonflement de la dette, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Quand vous avez donc un taux d'intérêt à 3 ou 4% et un taux de croissance de l'économie à 1 ou 2%, les intérêts viennent s'ajouter à la dette, et la croissance de l'économie ne permet pas de faire face au remboursement de ces taux d'intérêt. Donc vous avez une augmentation de la dette, une augmentation mécanique de la dette, qui fait comme boule de neige. Vous avez des intérêts qui s'accumulent et qui viennent gonfler le stock de la dette. Et ça, ce mécanisme a été extrêmement important dans les années 90, entre le début des années 90 et le début des années 2000,
le taux d'intérêt moyen sur la dette publique de la France a été de l'ordre de 3 à 4%, alors que le taux de croissance, lui, a été de 1 à 2%. Donc on a eu pendant toutes ces années-là, et alors pourquoi on avait des taux d'intérêt très élevés pendant cette période, c'est qu'on était dans la période de préparation de l'entrée de la France dans la zone euro. Et il fallait donc remplir les critères de Maastricht, donc il fallait, là encore, des politiques d'austérité, des politiques de réduction de la dette, et on a donc et des politiques de franc fort. Il fallait que le franc reste à un niveau élevé pour pouvoir ensuite être intégré dans le panier de la zone euro, et pour pouvoir rassurer les investisseurs financiers sur la solidité de l'intégration monétaire. Donc toute cette politique du franc fort dans les années 90 jusqu'à la création de l'euro en 2000 a déclenché une hausse des taux d'intérêt et une accumulation de dettes due à un effet boule de neige. Alors ça, on peut nous dire, ah bah oui, mais ça fait 15 ans, donc c'est plus d'actualité. Eh ben, pas du tout, parce que cette dette qui a été créée dans les années 2000 à cause de taux d'intérêt élevés, elle est encore là. Et puis, le dernier mécanisme qui est particulièrement important depuis 2008, c'est la récession. Quand on a une récession conjoncturelle aussi forte que celle que nous avons eue en 2008, 2009, 2010, et puis la stagnation actuelle, les recettes diminuent, hein, les impôts, les cotisations rentrent moins, la masse salariale diminue, donc il y a moins de cotisations, il y a moins d'impôts, les revenus baissent, plus de chômage, donc moins de revenus, et ça fait diminuer mécaniquement les recettes, et en même temps, les dépenses sociales ou les dépenses de solidarité ont plutôt tendance à augmenter. On a une augmentation considérable de l'évasion fiscale depuis le début des années 1980 à cause de la libéralisation des mouvements de capitaux. Aujourd'hui, on s'est appuyé sur les estimations de l'économiste Gabriel Zucman, qui a sorti un bouquin sur l'évasion fiscale, qui estime aujourd'hui 17 milliards d'euros par an le volume annuel d'évasion fiscale pour le fisc français, le manque à gagner pour le fisc français. Donc là, c'est de la recette qui ne vient pas dans les caisses de l'État. C'est l'argent qui part dans les paradis fiscaux, hein, pour aller vite. Luxembourg, la Suisse, les îles Caïmans. Bon. C'est cet argent qui part dans les paradis fiscaux et et le manque à gagner pour les recettes de l'État, c'est 17 milliards par an. Et c'était beaucoup moins au début des années 80. C'était de l'ordre de 1 à 2 milliards par an à l'époque. Et la libéralisation des mouvements de capitaux a beaucoup facilité ces mouvements d'évasion fiscale, et donc ça a contribué de façon très importante à augmenter la dette publique, toujours par l'effet de baisse des recettes. Redistribuée donc sous forme de baisse d'impôts et de cotisations, donc qui ont concerné, la baisse de l'impôt sur le revenu, elle a bénéficié pour 80% aux 10% de revenus les plus élevés, hein, ça ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Donc c'est massivement allé aux catégories privilégiées. La baisse de l'impôt sur les sociétés, les baisses de cotisations, les exonérations de cotisations, tout ça est allé largement alimenter les dividendes. On a bien vu que c'est pas l'investissement qui a augmenté sous l'effet de ces exonérations et de ces baisses d'impôts sur les sociétés, mais ce sont les dividendes. Là, on a des chiffres très clairs sur l'augmentation de la part des dividendes dans la valeur ajoutée des entreprises. Donc voilà, ce sont les actionnaires et les ménages les plus aisés qui ont été les principaux bénéficiaires de ces presque 500 milliards de baisse de dette publique due à la baisse des impôts et des cotisations. Nous avons estimé dans cette étude que si, au lieu de se dépouiller lui-même, hein, l'État avait maintenu constante la part de ses recettes dans le PIB, hein, donc il avait une fiscalité constante. Hein, si on n'avait pas diminué la fiscalité sur les 30 dernières années, la dette publique aujourd'hui serait réduite de 488 milliards, près de 500 milliards, hein, par rapport à son niveau actuel. Ça représente 24 points de PIB. Hein. C'est un quart à peu près de la dette d'aujourd'hui. À peu près un quart de la dette d'aujourd'hui peut être expliqué par ces cadeaux fiscaux qui se sont surtout développés dans les années, à partir du début des années 2000. Hein. C'est Jospin qui a commencé le mouvement. Fabius qui avait écrit à l'époque si la gauche allait perdre, c'est à cause des impôts. Voilà. Cette fameuse tribune. Fameuse tribune de Fabius, oui. La gauche a perdu, mais elle a quand même baissé fortement les impôts. Et ensuite, ça a été la politique constante des gouvernements de droite qui se sont succédés.
On a fait une hypothèse, on a comparé la situation, ce qui s'est vraiment passé, on l'a comparé à une situation hypothétique, une situation théorique, où l'État aurait payé un taux d'intérêt annuel réel, hein, c'est-à-dire en plus de l'inflation, de 2% par an. Parce qu'un taux d'intérêt, historiquement, ça correspond au taux d'intérêt sur longue période. Hein. Si on prend les 2 derniers siècles, en moyenne, le taux d'intérêt sur la dette publique, ça a été de l'ordre de 2%. Donc si l'État français avait payé ce taux d'intérêt de longue période sur cette période des années 80 à la fin des années 2000, eh bien, au lieu d'avoir ces pics de taux d'intérêt à 5-6% qui ont eu lieu dans les années 90, la dette publique actuelle serait inférieure de presque 600 milliards d'euros, 589 milliards d'euros. Donc là, un autre gros morceau Un morceau peut-être encore plus important, hein, presque 600 milliards d'euros, 29 points de PIB, hein, dû à l'effet boule de neige, donc des taux d'intérêt excessifs par rapport à une norme habituelle, qui ont, là encore, engraissé les créanciers de l'État, hein, puisque ce sont eux les détenteurs des obligations, des titres de l'État qui ont bénéficié de ces taux d'intérêt, au détriment du patrimoine public. Hein. Ça a gonflé la dette publique, une nouvelle fois, ça a gonflé la dette publique en gonflant les patrimoines privés. En gros 500 milliards pour les cadeaux fiscaux, 600 milliards pour les faits boules de neige, un peu moins dans les deux cas, 580 et 480. Ce qui fait que l'estimation finale, c'est que 59% de l'actuelle dette est due au cumul de ces deux effets, hein, l'effet cadeaux fiscaux et l'effet boule de neige. C'est déjà beaucoup. Ça fait plus de 1000 milliards, hein, ça fait 1077 milliards voilà, qui sont aujourd'hui à la charge des contribuables français et qui viennent de ces politiques de taux d'intérêt et de cadeaux fiscaux depuis 20 ans. On a proposé là un éventail d'une douzaine de mesures qui nous semblent nécessaires de discuter, hein, sans qu'on recommande particulièrement l'une ou l'autre, mais en tout cas une palette de mesures qui sont susceptibles de faciliter la renégociation, la restructuration de cette dette. Ça peut aller, il y a des choses qui sont d'une radicalité très différente, hein, ça peut aller d'une renégociation sur le calendrier de remboursement, un allongement des délais, une négociation sur les taux d'intérêt pour les dettes les plus anciennes. Ça, c'est version très light. Hein, version light. On peut avoir une mesure du genre emprunt forcé. Ça, c'est Fitoussi qui proposait ça. Un emprunt forcé auprès des ménages aisés qui sert à rembourser une partie de la dette et qu'on rembourse progressivement dans les années, voire décennies qui suivent. C'est toujours la dette. C'est de la dette, mais on éponge une dette passée qui a éventuellement des taux d'intérêt élevés et surtout on se met à l'abri de hausses futures des taux d'intérêt, hein, puisque le problème, en réduisant le stock de la dette, on se protège un peu contre des hausses futures de taux d'intérêt. Donc c'est un emprunt forcé avec une petite rémunération quand même au bout, oui. Mais imposée. Voilà, qui permet de réduire le stock de la dette à un moment donné. On peut transformer l'emprunt forcé en quelque chose d'un peu plus brutal, qui est la taxe exceptionnelle sur les patrimoines, sur les hauts patrimoines. Donc le FMI lui-même propose une taxe de ce type-là pour réduire de 20 points le ratio dette sur PIB. Le FMI lui-même propose dans une étude récente une taxe de 10%. Ça commence à être un petit peu violent, mais c'est moins violent quand on se rappelle que les patrimoines, par exemple, des 500 plus grandes fortunes de France mesurées par le magazine Challenge, ont augmenté de 25% en une seule année, en 2013. Et continuent en 2014 à augmenter à peu près au même rythme. Le magazine Forbes aussi a fait une estimation sur les milliardaires, alors c'est dans le monde, hein, la fortune des milliardaires en 2013, globalement, a augmenté de 35% en un an. Donc voilà, des taxes exceptionnelles de l'ordre de 10, 15 ou 20% sur ces très grandes fortunes n'auraient véritablement rien de scandaleux. Et ça permettrait de réduire substantiellement la dette publique.
On a déjà eu un exemple en Europe avec la Grèce qui a eu l'annulation de la moitié de sa dette, du moins de ce qu'elle devait aux créanciers privés en 2012. Donc ça a déjà été fait en Europe tout récemment.